Gulli, artiste peintre issu du mouvement graffiti. Parlons de votre passé de graffiti artiste. Quand et où avez-vous fait votre première pièce? Qu'aviez-vous peint? Alors, mes premières pièces, c'était sur le chemin entre chez moi et mon collège. Je devais avoir 14 ans. Ensuite, j'ai pris le bus et le train pour aller à mon lycée. J'ai d'abord graffé sur les voies de chemin de fer, puis les intérieurs de train, puis les extérieurs de ces mêmes trains. Et quand j'ai obtenu mon permis, je me suis intéressé aux autoroutes, cherché à me faire voir des gens que je connaissais ou que je côtoyais, qui empruntaient les mêmes types de transport que moi. Je voulais qu'on m'oublie pas. En même temps, je cherchais à exister aux yeux de ceux qui comprenaient ce que je faisais. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai repoussé les frontières de mon univers en y laissant ma trace. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un terrain de jeu qui grandit et de pouvoir laisser ma trace loin d'où je vis et de pouvoir découvrir le monde. Qu'est-ce qui vous a inspiré la démarche? Je regardais tous les jours avec de grands yeux les murs qui longeaient les voies de chemin de fer et toutes les semaines ça bougeait, ça vivait. De nouveaux murs, des ponts, des clôtures se construisaient, tout ça représentait de nouveaux supports. Et rien d'autre. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça appartenait à quelqu'un. Et je voyais qu'un inconnu avait posé un pseudo à la bombe de peinture et que si moi je pouvais le voir, tout le monde pouvait aussi le voir. J'ai vite compris en fait que ces pseudos revenaient régulièrement. Ils apparaissaient, ils étaient des fois nettoyés, et des fois ils vieillissaient sur le mur, rongés par le temps. Puis j'ai rencontré des taggers qui m'ont expliqué le fonctionnement et les règles du graffiti. Il fallait un pseudo. T'avais pas le droit de toucher au graffiti des autres, ils m'ont expliqué où on pouvait se procurer des bombes, et le reste a découlé. J'ai pas pu résister à participer à ce game, qui n'avait aucune limite autre que celle de se faire attraper, et quand on est jeune on se croit plus malin, invincible, mais surtout on court très vite. Une fois qu'on est dedans, c'est comme une drogue. On ne pense plus qu'à ça. On est complètement omnubilé à l'idée d'en faire plus, mieux placé, plus visible, plus grand, plus beau, en cherchant à chaque fois le maximum d'impact. Histoire de prendre de l'avance sur les autres, on dessine dès qu'on a un stylo entre les mains et du papier devant soi, on peaufine ses lettres, on étudie les lettres et les styles des graphes des autres, afin de comprendre toutes les petites astuces de la calligraphie, histoire qu'elles sortent de la manière la plus limpide qui soit. Et on cherche de nouveaux emplacements, la journée dans des lieux abandonnés, la nuit sur des supports dits vandales. Avez-vous peint dans des endroits interdits? À l'époque, il n'existait pas d'endroit autorisé en fait. Même les terrains vagues abandonnés appartenaient à quelqu'un, et ce quelqu'un étant en droit de pas apprécier qu'on peinturlure ses murs, on pouvait se faire embarquer et le propriétaire pouvait porter plainte. La justice s'occupant du reste. Bon après, dans nos têtes d'adolescents, rien n'était interdit. Tant qu'on se faisait pas prendre, et le seul but c'était qu'on nous voit, donc peu importe les risques. La seule chose qui comptait, c'était qu'on parle de nous. Comment votre travail a évolué depuis? Mon travail évolue au fur et à mesure que ma vision grandit. Au début, je faisais que des tags et des graphes sur mon passage. Après, j'y ai introduit de la couleur, progressant et allant toujours de plus en plus loin. Aujourd'hui, j'expose des tableaux un peu partout dans le monde. Si on parle de ma technique, au début, je faisais que des lettres sur mur. L'art ne m'intéressait pas beaucoup. Je cherchais à faire du marketing autour de mon nom, sans me faire prendre. Après, j'ai fait de plus grandes scènes, avec mes compères de l'époque. Ensemble, on introduisait dans des scènes quelques fonds et personnages simples, qui souvent sortaient de bandes dessinées, mais toujours autour de nos noms. Après plus d'une décennie d'illégal, j'ai perdu de vue les murs, pour commencer à faire la même chose mais sur des tableaux. C'était moins risqué et j'avais plus envie de courir. Au début j'ai gardé des personnages en gardant des traces de mon univers, comme des plaques de métro comme support. Ça c'était en 2008. Après j'ai évolué un peu, j'ai découvert l'appropriationnisme et j'ai introduit des images de la rue dans des tableaux qui me fascinaient, comme Hooper. C'est là que mon travail a commencé à exploser. J'avais beaucoup de demandes pour mes premières expos et j'arrivais pas à fournir. Donc comme dans le graffiti, j'ai demandé à un ami de venir m'aider dans mon travail. On a pas mal progressé à travailler à deux, on a avancé et mes idées avaient de moins en moins de limites. Après son départ, j'ai recruté quelques assistants qui ont pu mettre leur talent au service de mon imagination. Mon travail progresse de jour en jour et je suis très fier du résultat. Qui ou quoi inspire vos pièces aujourd'hui? Mon inspiration avance au fur et à mesure qu'on se perfectionne. Au fur et à mesure que ma vie évolue, que mes envies changent, elle est pas pour moi palpable mais reste guidée par l'envie et le besoin de m'exprimer et de partager. Je veux montrer ce partage et cette envie à travers les yeux d'enfants qui découvriraient l'art. Je veux leur raconter des histoires et leur raconter l'art à ma façon, en restant dans l'innocence simplement. Ça me permet indirectement de l'opposer à la réalité de l'art, au monde très dur du marché que je découvre tous les jours, tout en rendant hommage à ceux que je considère comme des maîtres absolus. Y a-t-il une culture, personne, situation ou événement qui influence vos choix esthétiques? Oui, la culture américaine, qui a beaucoup inspiré mon travail. Tout d'abord par le graffiti, j'oublie pas que ça vient de là-bas. Et après, j'ai beaucoup été inspiré par la BD. Ensuite, par l'art, notamment par la scène américaine, ou le naturalisme de Hooper. Pour ensuite arriver à l'illustration et au photoréalisme de Rockwell, et des illustrateurs de couverture de magazines de ces années-là. Aujourd'hui, je travaille de plus en plus mes propres personnages, j'essaie de raconter des histoires dans chacun de mes tableaux. Bon, après, toutes les icônes du marché de l'art contemporain m'inspirent. De Hirst à Koons, en passant par Catelam,
De Warhol à Basquiat en passant par Haring et Liechtenstein, etc., etc. Quel est le rôle de l'artiste dans notre société? Je pense que l'art est essentiel à la santé de la société, mais il n'est pas là pour proposer des réponses ou faire de la politique. Chaque œuvre est une proposition que l'on soumet au spectateur. L'individu, dans sa société, vit le nez collé sur son quotidien. L'artiste perçoit au-delà de ce quotidien. Quelle est votre vision sur la dualité street artiste, galerie artiste? C'est une question qui revient souvent. Au début, elle est agaçante parce qu'on se demande pourquoi on devrait être fiché à vie. Je suis un ex-graffeur qui a fait ça pendant son adolescence. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je peins et je vends mes tableaux. Si on compare les deux mondes, dans le graffiti, on prend des risques physiques pénales, car on risque de grosses amendes et de la prison ferme pour avoir imposé notre œuvre aux gens dans les seuls buts de repousser les limites et d'exister. Et ceci tout en flattant son ego. En atelier, le travail est plus confortable, sans risque, on prend son temps. Mais cette fois, on doit avoir été invité, on doit plaire et surtout vendre pour continuer à exister. Les deux flattent l'ego. Les deux milieux sont hyper compétitifs, mais le premier a un soupçon d'inconscience et une envie d'aventure qui permet à tous de pouvoir exister rapidement. Pour l'autre, la motivation ne suffit pas. On s'expose à des règles qu'on peut pas repousser. Après, ce qui fait basculer de l'un à l'autre, c'est peut-être la maturité et un besoin d'adrénaline moins grand. Pas plus que ça. Quel est votre message? J'ai pas vraiment de message, je suis mal placé pour donner des leçons. Mais s'il pouvait y en avoir, ce serait d'admirer ce qu'il y a autour de vous, prendre le temps d'observer et d'apprécier, prendre le temps de voir grandir vos enfants et de leur transmettre. Je sais que c'est pas facile, les années filent très vite et j'essaie de me convaincre tous les jours qu'il faut d'abord que je me l'applique à moi-même. Pourquoi avoir choisi l'anonymat? Alors, contrairement aux rumeurs, c'est ni parce que je suis moche, ni parce que j'ai peur de la police, ni pour me cacher des impôts ou je sais pas ce que j'ai pu entendre comme ânerie. Je ne fais absolument rien de mal, j'évolue juste dans mon coin, et ça dérange apparemment. On me parle souvent de Banksy et Invader qui se cachent aussi, mais ma démarche est différente. Eux se cachent et appuient chacune de leurs expos par des actions de rue et beaucoup de communication autour. Ils s'en servent pour justifier leur statut et leur concept. Moi j'ai coupé avec la rue, je fais que de l'atelier et je tiens absolument pas à ce que mon blaze soit lié à mon atelier. Ce que je fais aujourd'hui n'a strictement rien à voir, et même si je peux parler volontiers de graffiti, car ça a été ma vie et je reste un passionné, mais mon travail est aujourd'hui très différent. Si on veut chercher des similitudes, faut plus chercher auprès de Daft Punk. Eux, ils veulent qu'on parle de leur musique et pas d'eux. Donc, si je me cache, c'est pour rompre avec un milieu dans lequel j'ai évolué adolescent et que je supportais de moins en moins en vieillissant. C'est ce qu'on appelle la maturité. Si je me cache, c'est pour être seul avec moi-même dans mon travail. Si je me cache, c'est parce qu'à chaque fois que je me suis imaginé un artiste et que je l'ai rencontré, j'ai souvent été déçu. C'est la même différence que de lire un livre et de voir le film qui en est tiré. Si je me cache, c'est parce que je me suis forgé là où il ne valait mieux pas qu'on sache qui on était. Là où on se crée une double personnalité, celle de tous les jours avec les études, le travail, et celle qu'on devient lorsque le manque d'adrénaline se fait ressentir. Dr Jekyll et Mr Hyde. Si je me cache, c'est parce que dans l'art, il me paraît plus logique que ça soit des œuvres qui soient mises en avant, plutôt que les gueules. Si je me cache, c'est pour qu'on juge mes tableaux et mon travail, et pas qui je suis. Si je me cache, c'est parce que je suis introverti et je préfère m'exprimer dans l'art plus que par des mots. Si je me cache, c'est aussi pour qu'on me foute la paix, car je sais pertinemment que l'homme est jaloux et envieux par nature, et que j'ai pas besoin qu'on m'approche. J'ai pour ça des agents. D'ailleurs, au passage, je remercie tous ceux qui m'envoient des messages m'expliquant leur ressenti devant un de mes tableaux. Ceux qui veulent juste me montrer leur tableau accroché chez eux ou dans leur bureau, ainsi que tous les jaloux qui m'envoient des mails d'insultes ou de menaces. Ça me prouve que je vous ai touché, et que je fais pas trop mal mon job. Merci, c'est vous qui me faites avancer. Quand vous venez au vernissage de manière anonyme, comment prenez-vous les critiques des gens sur vos toiles? Les gens ont le droit d'aimer ou de pas aimer, ils ont le droit de le dire, et de l'entendre ne serait pas possible si c'est moi qui me présentais devant eux. En restant anonyme, ils se lâchent plus, et ce que j'entends me permet de réfléchir et de me rendre compte que ce que j'ai voulu exprimer a été capté comme je le pensais. Ou s'il a été mal représenté, ces critiques permettent d'évoluer et de progresser, et surtout de pas reproduire les mêmes erreurs. Vous a-t-on déjà offert de l'argent pour révéler votre identité? La révélerez-vous un jour? Non, j'ai jamais eu ce genre de proposition et je pense que j'en aurai jamais. Quel serait l'intérêt de cette proposition? Quel est l'intérêt de connaître mon identité? Tant que mes œuvres plaisent d'elles-mêmes et qu'elles n'ont pas besoin d'un personnage derrière, indirectement ça flatte encore plus mon ego. Révéler mon identité n'aurait que des désavantages à mes yeux, je préfère rester loin de tout ça et l'observer. Vos références à Warhol, Jackson et Rockwell, comment ces artistes ont-ils impacté votre travail? Non, ils ont d'abord impacté mon esprit avant de se retrouver dans mes travaux. J'ai aimé, je me suis intéressé, j'ai cherché des infos autour de ces œuvres, qui, quand, pourquoi. Après, j'essaie de manière sincère de faire des histoires autour de ces œuvres, de les citer, de leur rendre hommage,
du mieux que je peux dans mes tableaux. Comme on cite dans un devoir de philosophie un peu. Tous ces artistes ont créé ce que je suis, mon univers artistique, influent sur mon imagination et je veux, et essaye au mieux de les citer en les mettant en avant sans toucher à ce qu'ils sont. Je veux pas faire de l'appropriationnisme de base et reproduire les œuvres déjà faites. Je suis pas dans la recherche de performances techniques, j'ai dépassé ce stade et je l'utilise pour narrer mes histoires en les construisant à partir de citations, ici personnages et tableaux existants déjà. J'ai créé mon univers à partir de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu, et de ce que j'aime. C'est important pour moi de ne pas partir de rien, mais de la culture qui m'imprègne pour la recracher à ma façon, avec ma vision et mes messages, qui ne sont absolument pas des leçons. Je suis juste un observateur et un narrateur. Pouvez-vous nous décrire un tableau parmi ces photos? Ok, je vais vous décrire le premier, je pense qu'en en décrivant un, vous aurez les clés pour décrypter les autres. Il se nomme Leyendecker meets Giacometti 1. J'avais travaillé en art plastique au collège sur la représentation du totem et de son symbole. Et je m'étais amusé à reproduire avec des morceaux de bois et des baguettes chinoises une espèce de marcheur, d'après une œuvre que j'avais trouvée magnifique et que j'avais vue dans une encyclopédie. Elle m'avait valu une très bonne note. Puis je suis tombé 15 ans plus tard sur cette sculpture à la fondation MACT. L'homme qui marche de Giacometti. Cette sculpture me fascinait toujours autant, aussi bien pour la matière, pour la taille fine et lancée vers le ciel, que pour ce qu'elle représente. Donc j'ai tenu absolument à la mettre en scène dans mon univers. J'ai donc imaginé dans un de mes tableaux. Tout d'abord, je me suis fixé un défi autour de la matière. Je voulais que ce soit très proche de l'œuvre originale, de manière à rendre hommage à cette œuvre et à son auteur le mieux que je puisse le faire. J'ai donc prise et mis dans un décor aux couleurs très vives, qui paraissent sorties d'un dessin animé, ou aux couleurs de bonbons. Bien que ces traits restent très réalistes, cette idée de rester entre la réalité et le rêve me plaît beaucoup. Elle permet de se situer exactement dans la réalité des yeux d'un enfant, d'entrer dans sa tête et de voir à travers ses yeux. Cet enfant au centre de ce tableau, c'est un petit bonhomme qui est très intrigué par ce grand monsieur qui promène son chien et qui passe à côté de lui. Le décor était monté comme il suit. Les deux fenêtres sans volets et rideaux fermés sont là pour montrer que le reste du monde ne peut pas voir le marcheur et appuyer le fait que l'enfant est le seul à s'y intéresser, et peut-être même à le voir. Car même si nous avons les yeux ouverts, volets ouverts et même inexistants, nous nous refusons de voir ce qu'il y a dehors et donc ce qui nous entoure, rideaux fermés. Et que même si on nous les amenait devant les yeux, ils feraient partie des décors. Le mur central est gratté et tagué. C'est un amas de choses qui montrent que beaucoup sont passés devant et ont voulu laisser leurs traces. Ça parle d'amour, de rupture, d'exister, etc., etc. Le tout reste très flou et représente la société dans laquelle nous vivons. Sa société est au centre du tableau. Les fenêtres ont été placées de chaque côté, afin d'équilibrer le tableau comme les deux yeux au milieu d'un visage, et afin de mettre en valeur la gouttière qui descend en plein centre, comme le nez au milieu de la figure. Elle représente une sorte de frontière. Le marcheur est passé du même côté que le petit garçon, côté gauche, côté du cœur, si l'on considère cette scène comme un visage. Le petit garçon porte une pomme étincelante, de sa main gauche, qu'il colle contre son cœur. Elle représente la nature mère et la vie dans son ensemble. Tandis que sa grande sœur, plus âgée, est déjà de l'autre côté droit de la frontière, du côté où la gouttière crache ses rejets. Elle regarde droit devant, avec dans sa main droite des livres d'école qu'elle tient comme des livres sacrés, sur lesquels on pourrait jurer de raconter la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Elle marche tel un robot, d'un pas ferme et décidé vers cette vérité, son avenir, comme si sa route dans la vie était déjà toute tracée et qu'elle demeurait absolue, et la seule et unique voie à suivre. Une route qu'on ne peut dévier. Elle avance sur un sol pavé bleu de la couleur du ciel, sol qui monte vers sa destinée. Elle avance sans voir ce qui se passe derrière elle, ni même le chien, la tête baissée, qui avance sur les traces de son maître, sans laisse. Pourtant à sa hauteur, mais qui semble trop bas pour attirer son attention. Ce chien et son attitude représentent les gens que l'on croise tous les jours, et le peu d'attention que l'on peut leur porter, surtout si on les considère comme socialement inférieurs à nous. Cette petite fille traîne son frère derrière elle et va lui faire passer cette frontière. Une frontière comme si elle lui indiquait le chemin à prendre, bien que l'enfant semble vouloir prendre son temps. Cette frontière représente à mes yeux la limite entre le monde des enfants et le monde adulte. Comme la plupart d'entre nous avançons dans la vie sans regarder ce qu'il y a autour de nous, en négligeant les personnes qui nous entourent, on marche tout droit vers notre futur, avec le temps qui ne cesse d'avancer. Voilà en gros ce que j'ai voulu exprimer dans ce tableau. Après, on peut en voir un deuxième si vous voulez. Tiens, parlons de celui-ci qui s'appelle Children Meet Bernard Buffet. C'est assez simple, j'ai voulu représenter la vision que l'on pouvait avoir de Paris à travers les yeux d'enfants et les peintures de Buffet, car je trouvais que cet artiste avait réussi à figer des images de la ville des années 80, un peu comme Canaletto l'avait fait pour Venise. Paris représente beaucoup aux yeux du monde et je l'ai un peu réinterprété à ma sauce. Dans ce tableau, j'ai abordé des sujets aussi divers que le romantisme, l'art, le commerce, l'amour, la curiosité, l'imaginaire, le graffiti, et ce que va devenir Paris avec sa pollution, son patriotisme. J'ai parlé de la vision du futur et les craintes qu'elles peuvent engendrer.
Le romantisme est imagé ici par le jeune homme qui joue de la mandoline à sa prétendante, devant une toile représentant un café parisien et leur fameuse terrasse symbole de Paris, avec à ses pieds des livres parlant d'amour, sûrement ceux qui ont inspiré ses chansons. Le commerce, l'art et l'amour avec les péniches qui passent devant le Grand Palais, la Seine, et les deux petits marins amoureux assis sur leur banc, laissant couler la Seine, je leur ai rajouté un ballon rouge afin d'avoir un petit soupçon de fête parisienne. La curiosité et les monuments, avec les trois enfants qui s'approchent d'un tableau, ils appuient avec un bâton sur un bâtiment derrière lequel se cache un monument, comme s'ils voulaient le pousser pour mieux voir le monument. Ils restent sur leur garde ne sachant pas si le bâtiment ne va pas mal réagir. L'art. Nous sommes dans un musée, les péniches naviguent devant le Grand Palais et j'ai placé un petit garçon dans la position du penseur de Rodin, regardant avec beaucoup d'intérêt un tableau d'un pont parisien. Ce pont est un pont de métro. Il pense à ce qu'il pourrait en faire, il imagine déjà le graffiti, ne sachant pas encore que ce virus a atteint beaucoup de jeunes, dont moi, 10 ans après. C'est un précurseur. J'ai mis un bébé avec une besace, un masque à gaz et un parapluie prêt à être ouvert, car aujourd'hui, vivant à Paris, on parle énormément de pollution et de changement climatique. Un bébé est un être qui va grandir, il représente dans ce tableau la vision d'un futur, car les enfants ont souvent une vision plus claire et plus juste de ce qui va arriver. Il est nu avec tous ses vêtements dans sa valise sur laquelle il est assis et qui pourra lui servir de radeau si les eaux montent. Dans sa besace des vivres, son parapluie l'abritera et son masque lui empêchera de respirer la pollution de l'air. Il est prêt avant les autres à subir le changement climatique. Il est prêt à partir ailleurs si besoin, mais reste prêt à affronter les éléments. Sa valise aux couleurs françaises en témoigne, elle fait de lui un patriote. La petite étiquette de la valise lui servira à se rappeler qui il est et d'où il vient. Ce petit bonhomme dans son attitude observe l'insouciance du couple à la mandoline jouant devant une route. Couple qui n'a pas l'air de se soucier du futur et de ce qu'ils vont laisser derrière eux. Voilà ma vision de Paris, illustrée par les œuvres de Bernard Buffet, me permettant ainsi de le citer et de rendre hommage à son immense talent. Merci à vous, j'espère vous avoir éclairé sur mon travail, sur ce que je suis, sur ce que je fais et pourquoi je le fais. Et je félicite ceux qui ont tenu jusqu'ici, j'avoue que cette vidéo est un peu longue. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes choses et vous donne rendez-vous dans mes prochains tableaux et mes prochaines vidéos. Artistiquement, Gulli.